Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMNews 24. Vous faites bien de regarder. Voici les titres 20h, édition du 3 décembre 2013. Célébration, les personnes handicapées à l'honneur. Elles ont dit non à la discrimination ce 3 décembre 2013 et prôné leur prise en compte dans tous les domaines de la vie publique nationale. C'était au cours des festivités marquant la fin de leur vaste semaine d'activité. Développement de l'activité piscicole, la commission régionale des pêches du Golfe de Guinée est en conclave dans la capitale économique du Cameroun à Douala. Les assises qui rentrent dans le cadre de l'atelier final du programme Appui au renforcement des actions en faveur de la bonne gouvernance des pêches dans la zone COREP visent également une meilleure contribution des pêches aux objectifs macroéconomiques nationaux et sous-régionaux. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous et merci d'accorder votre préférence à CAMNews 24. Bien entendu, merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Ouvrons donc cette édition d'information avec les questions de développement de l'activité piscicole puisque la commission régionale des pêches du Golfe de Guinée est en conclave à Douala depuis ce 3 décembre 2013. Ces assises qui rentrent dans le cadre de l'atelier final du programme d'appui au renforcement des actions en faveur de la bonne gouvernance des pêches dans la zone COREP vise une meilleure contribution des pêches aux objectifs macroéconomiques nationaux et régionaux. Pendant 3 jours, donc, les directeurs des pêches de l'espace COREP et les experts internationaux auront à cœur le suivi ainsi que l'évaluation du potentiel halieutique, la gouvernance régionale et la réforme institutionnelle. Pour plus de détails, retrouvons Benoît Dokmo et Donald Anouzoa. Le présent atelier de clôture du programme PAF-NEPAD d'appui à la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée, COREP en sigle, a pour objectif de faire la restitution et la validation des documents relatifs au projet en cours. C'est donc faire le point de tout ce qui s'est passé autour de ce programme. Donc voir les points forts, quels ont été les points faibles et comment faire si on doit aller à un programme 2. Qu'est-ce que les pays suggèrent? Parce que vous savez, nous en sommes la portion régionale. Mais la mise en œuvre se passe au niveau des États. Le programme, lancé les 5 et 6 juillet 2011 à Sao Tomé et Principe, devrait concourir à trouver une réponse à l'une des préoccupations du plan d'action stratégique 2009-2015 de la COREP, à savoir l'évaluation et la caractérisation du potentiel économique associé aux ressources halieutiques de rente. Aussi, ne ménage-t-on aucun effort pour renforcer et consolider la voie africaine dans la gouvernance et le suivi de la pêche en haute mer. Ce que l'on constate dans le secteur des pêches, le privé national, il n'y en a pas assez. Vous parlez des bateaux. Les bateaux qui viennent, c'est les bateaux étrangers. Et avec ces bateaux étrangers, souvent, ils interviennent sans licence. Ils appliquent et ils font ce qu'on appelle la pêche illicite. Et quand ils font de la pêche illicite, certains même vous raclent même les flétins. Donc cela est très dommageable pour nos États. Parce que si nous n'avons pas la ressource, demain nous ferons quoi? À la date butoir des travaux fixée au 6 du mois en cours, l'on pourrait aboutir à l'adoption des documents élaborés par les experts internationaux et la détermination des activités prioritaires pour un deuxième programme PAF-NEPAD. Parlons cette fois de l'assainissement du cadre urbain avec l'annonce qui est faite donc à partir de l'année 2014. Douala va abriter le concours de l'arrondissement le plus propre du Fourie. Il faut dire que cette information filtre de la réunion de coordination administrative du département pour le compte de l'année budgétaire 2013, tenue ce 3 décembre 2013 également à la préfecture locale. Les différents délégués et les chefs de services départementaux rassemblés autour de Nasseri Paul Béa, il faut rappeler qu'il est le préfet du département du Fourie, ont présenté leur bilan avant de faire des projections pour l'année 2014. Prenaient également part à cette importante assise les magistrats municipaux, les chefs d'unité administrative, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, ainsi que les forces de maintien de l'ordre et de défense. Compte rendu et les t-shirts, José Nkonga. Il était question pour chaque délégué départemental et chef service de présenter le bilan des réalisations faites dans son domaine de compétences durant la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2013. Nous avons constaté que la plupart de ces services ont bien fonctionné et il est question pour eux de faire en sorte que la collaboration qui existe entre les différents services se renforce. Parce que nous travaillons pour le même pays et il n'est pas question pour que les communes
où les services déconcentrés de l'État fassent comme s'ils ne sont pas en train de travailler pour cet État. Les difficultés notées dans les différents services administratifs sont dans l'ensemble d'ordre financier, infrastructurel, le manque de personnel qualifié et autres documents administratifs. Le cas de la délégation départementale des transports qui connaît une rupture des pièces de visite technique, d'où l'interpellation des éléments de force de maintien de l'ordre par le préfet pour plus d'indulgence lors des contrôles routiers. Donc nous pensons que pour le moment, les chauffeurs peuvent, après avoir reçu le titre de centre agréé, de contrôle de centre agréé, peuvent donc circuler en attendant que cet document soit disponible. Aux différents maires, il a été rappelé la responsabilité qui est désormais la leur quant au transport des corps abandonnés et le désengorgement des morgues. Au sorti de cette rencontre, le préfet a recommandé une étroite collaboration entre les collectivités et les services déconcentrés de l'État, la bonne gestion des compétences transférées, une évaluation par semestre des communes dès 2014 et le lancement du concours de l'arrondissement le plus propre. Service civique national de participation au développement et des nouveaux hommes qui pointent les commandes de l'agence. Il faut dire que le directeur général et le directeur général adjoint nommés le 28 novembre 2013 dernier ont été installés dans leurs fonctions ce 3 décembre par le président du conseil d'administration de cette structure. Les promus ont reçu du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Ismaël Pierre Bidoupat, la recommandation d'insuffler une véritable synergie d'action en vue du rayonnement de l'agence du service civique national de participation au développement, dont la cuvée des volontaires pour le compte de l'année 2013 est actuellement en formation dans certaines unités sur le territoire national. Pour plus de précisions, retrouvons Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou et Apollinaire Zbembon pour le récit. En leur assignant pour mission de consolider la mobilisation des énergies afin de répondre aux impératifs du développement socio-économique, Lomijek Ami Taossi et Issoua John, respectivement directeur général et directeur adjoint de l'Agence nationale du service civique de participation au développement, face à leurs responsabilités, celle de ramener la sérénité dans une structure où il ne fait plus bon vivre depuis quelques temps déjà. Par ses instructions, le ministre leur a demandé d'envisager à terme relever les défis d'une conduite éthique et déontologique des activités de l'agence, la synergie et la parfaite collaboration avec la tutelle, la promotion de l'intérêt supérieur de l'État. Des défis qui, une fois relevés, permettront de résorber les problèmes d'un milieu juvénile qui se concentre autour de l'incivisme, la recrudescence des actes de délinquance. Tout cela dans un plan d'action conséquent au regard de la défense du budget de l'État pour l'exercice 2014 qui court au Parlement. Nous vous convions de suivre à présent M. Toissi, qui est le nouveau directeur général de l'Agence civique nationale de participation au développement et qui s'exprime au micro des Camions 24. Il dit ici sa feuille de route. Pour le moment, en premier lieu, il faut d'abord réconcilier l'agence avec le ministère, instaurer un climat serein de travail à l'intérieur avec les collaborateurs, et maintenant attaquer les grands dossiers parmi lesquels le plan d'action, le compte administratif et de gestion 2012 et 2013, le budget 2013 et élaborer un plan de développement de la structure. Nous sommes au service de la jeunesse, toutes nos actions seront rivées sur la jeunesse et nous allons œuvrer pour que cette jeunesse soit épanouie et que le Cameroun aille vers l'avant, vers l'émergence prônée par le président de la République. Toujours en rapport avec le ministère de l'Éducation civique et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, on va dans la région de l'Est Cameroun pour constater que la salle de la délégation régionale de ce département ministériel dans la région de Soleil-Levant venait d'être le cadre où alors venait d'abriter des élections communales, départementales et régionales pour le renouvellement du bureau du Conseil national de la jeunesse dans cette partie du pays. Il faut dire que ces élections qui se sont déroulées sans écueil, sous l'œil vigilant de l'inspecteur général du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique, ont connu la participation de presque tous les jeunes dans cette partie du pays. Pour les détails, retrouvons Ernest Ateba, Roméo Tignan et Bintou Akoum. Ces opérations ont débuté par l'élection des présidents et membres des bureaux des 4 départements que compte la région de l'Est. Pendant l'élection, le candidat Ronstan Kora Mbele s'est présenté et a été reconduit à l'unanimité
à la tête de ce Conseil national de la jeunesse. Il prévoit dès lors poursuivre ses actions pour satisfaire les attentes des jeunes de la région du Soleil Levant. Le premier travail que nous aurons à faire sera d'abord de faire un lobbying, question de participer à toutes les instances de prise de décision, question de poser véritablement les problèmes des jeunes au sein des conseils municipaux. Voilà, nous allons commencer avant de faire aussi les plaidoyers au niveau national à travers le Conseil national de la jeunesse. Visiblement satisfait, Léandre Selema Kedjol, le représentant du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, s'est félicité du climat qui a prévalu au cours de cette élection. Je dois dire que tout se passe bien. Les élections au niveau du Conseil national de la jeunesse à l'Est, c'est une élection par étapes. Nous avons démarré par le niveau communal et on a poursuivi avec le niveau départemental. Aujourd'hui, nous faisons les élections au niveau régional. Pour ce que j'ai vu, les jeunes de l'Est ont été très disciplinés et très corrects. Il faut dire que les élections au niveau du Conseil national de la jeunesse, c'est un apprentissage à la démocratie. Ceux qui ont gagné, l'ont gagné dans l'humilité. Ceux qui ont perdu ont été fair-play. Et je crois que la délégation de l'Est qui va monter pour l'élection du bureau national va continuer de se conduire dans la discipline. L'inspecteur général au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, représentant du ministre, a au cours de cette élection délivré le message dont il était porteur. Cette jeunesse a donc tous les atouts et les moyens pour résoudre les problèmes liés à sa catégorie sociale dans cette partie du Cameroun. Journée des personnes âgées et des personnes handicapées et la 22e journée qui s'est donc célébrée ce 3 décembre 2013. Dans la région du Nord, les uns et les autres se sont montrés très attentifs à l'endroit de ces personnes qui se disent parfois marginalisées ou le sont tout simplement. La journée a donc été célébrée ce mardi à Garoua au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Nord, Otto Huesson Joseph, à la maison des jeunes de l'archidiocèse de la capitale régionale du Nord. Reportage Giscard Raman Bonnier, Michel Atiba. Un peu plus en retrait sur le lieu de la cérémonie, ils n'ont pas pu s'empêcher d'esquisser quelques pas de danse. Car, disent-ils, ce jour est le leur. Ce 3 décembre, il n'y avait pas de place à la discrimination, marginalisation, exclusion ou à l'oubli. Ces mots parmi tant d'autres qui font le quotidien des personnes vivant avec un handicap qui ne sont pas privées de donner leur point de vue sur les discriminations dont elles font l'objet au quotidien dans le Nord. C'est vrai que moi je sens comme une personne rejetée dans la société parce que les autres ne considèrent pas aussi les personnes handicapées comme les autres, comme les personnes valides. C'est pour cela que j'aimerais dire à l'État de veiller à ce que les personnes handicapées soient prises en charge. Et d'inviter les handicapés à plus d'efforts pour briser eux-mêmes les barrières. Je veux que les handicapés fassent vraiment des efforts pour ouvrir les portes. Des barrières qui changent. Des barrières qui changent. Parce que en tant que moi élève, je promets à tout le monde de faire bien pour ouvrir ces portes comme prévu l'État. Et comme dans un plaidoyer, le délégué régional des affaires sociales pour le Nord a soutenu que des actions sont entreprises pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. En plus du fait que ces personnes handicapées sont organisées en association, comment nous essayons ensemble de les orienter vers des secteurs où elles peuvent, n'est-ce pas, trouver l'emploi, où elles peuvent, n'est-ce pas, s'épanouir. Ces mots relevés à l'occasion de la célébration de la journée à eux consacrée par les handicapés eux-mêmes ont semblé interpeller les pouvoirs publics représentés par le gouverneur Joseph Otto Wilson qui a dit dans son propos, je cite, « Nous devons changer de regard et d'attitude à l'égard des personnes handicapées pour une prise de conscience réelle devant briser la discrimination qui frappe cette catégorie de personnes. » La cérémonie de Garoua a permis de récompenser celles des personnes handicapées qui se sont illustrées dans les différentes compétitions organisées par le MINAS à l'occasion de leur journée.
Toujours en rapport avec la personne handicapée, le gouverneur de la région du Nord, Otto Wilson-Joseph, avait déjà présidé la veille, c'est-à-dire le 2 décembre 2013, la cérémonie de présentation du recueil du texte relatif aux droits des personnes handicapées qui vient compléter le dispositif de combat que mène conjointement depuis quelques années le service intégral pour la lutte contre le handicap, l'archidiocèse de Garoua, le centre luthérien ophtalmologie de Ngaoundéré et le centre d'ophtalmologie Esther Binter de Mokon. Ces trois institutions, avec l'appui des organisations internationales œuvrant dans le même domaine, sont plus que jamais déterminées à rétablir dans ces droits cette importante tranche de la population camerounaise constituée des personnes dites invalides. L'ouvrage de 190 pages commente les droits de cette catégorie de Camerounais et qui plane sous le poids de l'indignation du fait de leur indigence, du fait donc de leur handicap. Et il a été présenté au public en prélude à la célébration de la Journée internationale des personnes âgées à l'effet de susciter une synergie d'action au sein de la communauté et réduire de manière significative le fossé entre ces dernières, c'est-à-dire les personnes handicapées et les personnes valides. Nous vous convions de suivre à présent une attitude de Pascal Aïdjo. Il est le coordonnateur du PIAF au micro de Giscard Amanbouni. Vous savez, nonobstant les dispositions réglementaires qui existent, les personnes continuent de se comporter comme si les personnes vivant avec un handicap étaient des personnes à part. Et pourtant, notre rêve, c'est d'être dans une société où tout le monde a sa place. Et si déjà les lois disposent qu'il faut prendre en compte les personnes handicapées dans toutes les politiques de développement, pourquoi est-ce que les individus qui seraient à même d'appliquer ces politiques-là ne prendraient pas automatiquement en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées? Pour nous, c'est plus attirer l'attention, réveiller les réflexes qui existent dans la communauté pour que les gens puissent garantir les droits des personnes handicapées. Voilà. Donc, plus essayer de lutter contre l'exclusion dont on observe maintenant, pour aller vers l'inclusion, c'est-à-dire une société pour tous. C'était donc Pascal Aïdjo, le coordonnateur du PIAP de Garoua. Il s'exprimait ainsi au micro de Seria Benouabé dans un entretien réalisé par Amadou Bello, le correspondant de CAM 24, dans la partie septentrionale du pays, avec arrêt à Garoua. Parlons cette fois de la même journée. À Douala, les personnes handicapées se sont retrouvées à la place du gouvernement à Bonanjo pour partager ces instants mémorables ce 3 décembre 2013 et en présence donc de nombreuses autorités amenées par les responsables régionaux des affaires sociales. Ces derniers ont crié à la discrimination, la marginalisation, mais invité les uns et les autres à se prendre en compte, à se considérer, c'est-à-dire les personnes invalides ou handicapées, à se prendre elles-mêmes déjà en charge, à être de plus en plus responsables pour ne pas toujours laisser filtrer la misère dans leur quotidien. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida et le Sud qui fait l'état des lieux et des actions menées pour arrêter la propagation de la pandémie au sein des populations de la partie la plus au sud du pays. Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, la situation épidémiologique de ce fléau dans cette région reste plus préoccupante. Elle reste d'ailleurs la plus préoccupante au Cameroun. Le taux de prévalence là-bas cumule à 7,2% au moment où celui national est à 5,2%. Explication, lui de Gonzanga à Kanjbanda, Sèche-Tête Kapou le récit. Avec son taux de prévalence de 7,2% de loin supérieur à la prévalence nationale qui est de 5,2%, le Sud tient la palme d'or des régions les plus infectées par le VIH-Sida. Cette situation serait due à l'existence de la zone balnéaire de Crébi, aux échanges transfrontaliers entre cette région et les 3 pays de la sous-région CEMAC et aux tares psychomorales encore trop présentes chez les jeunes filles. Vu donc la gravité de la situation dont la cote d'alerte est déjà franchie, les autorités sanitaires du Sud ne restent pas les bras croisés. La solution restera la même, c'est la sensibilisation. Donc nous intensifions la sensibilisation pour que les gens prennent conscience du fait qu'il est impératif de changer de comportement. Qu'est-ce que nous préconisons? La première chose, c'est l'abstinence. Ça concerne un certain nombre de personnes, notamment les jeunes qui n'ont que des études à faire, doivent s'abstenir.
En dehors des campagnes ponctuelles de sensibilisation régulièrement menées à travers la région, des centres de prévention et de dépistage du VIH-Sida et des centres de traitement agréés CTA implantés dans les hôpitaux de district et à l'hôpital régional de Bolova offrent des conseils et la prise en charge aux requérants de tous bords. On reçoit les gens qui viennent faire des dépistages volontaires, on fait ces dépistages et si on trouve qu'ils sont malades ou bien pas malades, on donne des conseils. Il convient de souligner la création dans cette unité de prise en charge UPEC de l'association Alliance de l'Espoir qui vise la mutualisation des expériences des malades en vue d'un soutien psychologique des uns et des autres, soutient le président de cette association. On se donne les conseils, bon, peut-être quand on vit de ne pas faire des rapports sexuels sans se protéger, oui, de mener une vie normale comme peut-être qui n'est pas malade, comme celui qui n'est pas malade. Au-delà donc de la situation préoccupante, les autorités sanitaires et publiques ont lancé l'alerte pour une prise de conscience collective. L'année prochaine donnera lieu à une nouvelle évaluation. Restons toujours dans le sud pour constater que Bolova sort petitement de la pénombre. La ville a broyé du noir pendant au moins 4 jours suite à des délestages de courant électrique. Une coupure d'énergie dont l'origine reste toujours inconnue, au moment même où les populations, elles, pleurent d'énormes dégâts matériels qu'elles ont enregistrés. Ceci sans oublier la paralysie de l'activité et même la morosité sans pareil. Lude Gonzanga et Akanj Banda pour les détails. Délestage, coupures intempestives et intermittentes sont le lot quotidien des populations de la ville de Bolova. Celles-ci viennent de connaître un moment inédit de sévrage de l'énergie électrique. Débuté vendredi dernier, ce délestage s'est prolongé jusqu'aux premières heures de ce mardi 3 décembre 2013. C'est vrai que c'est vraiment difficile, très difficile puisque même au niveau de la recette, tout a baissé. Puisque les ménagères n'ont plus les moyens de bord pour conserver les produits frais. Et par la suite, nous constatons la qualité des produits qui se détériore au fur et à mesure que la coupure dure. Dans ce délire des opérateurs économiques, certains n'ont pas manqué d'interpeller la responsabilité des pouvoirs publics qui restent toujours indifférents face à cette situation qui pénalise gravement les citoyens lambda. Ça fait 4 jours, on connaît franchement une difficulté. Ça se manifeste sur notre marché. Déjà, les produits qui se désaltèrent au fur et à mesure, on a des avaries. Les ménagers qui ne prennent plus le risque d'acheter du poisson. Et puis, même déjà au niveau du commerce. Parce qu'on se demande bien, si une ville comme Bolova, capitale provinciale d'une région, et puis on est dans le noir 4 jours, vous voyez ce que ça fait. Et on ne nous dit même pas quand le courant reviendra. Le silence complice des responsables locaux de la société chargée de fournir l'énergie électrique laisse planer le doute sur l'origine de cette autre souffrance. Pourtant, les vendeurs de boissons, de viande, de poissons n'ont vu que du noir. Dans les ménages, les pertes des réserves alimentaires ont été inévaluables. Autant dans le secteur informel constitué des secrétariats informatiques où aucune activité n'était possible. En revanche, dans le secteur bancaire, les stations-service et chez les plus nantis, les groupes électrogènes sont les plus sollicités. Vivement que ce retour de l'énergie électrique dans les ménages et les commerces, cette fois-ci à Bolova, ne dure pas le temps d'un feu d'artifice. À l'étranger, dans cette édition d'information, on parle de l'Ukraine avec le gouvernement qui vient d'échapper à la motion de défiance. Pendant ce temps, en éducation, la France est considérée aujourd'hui comme la championne des inégalités scolaires, selon un rapport, le PISA de l'OCDE. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. C'est un ouf de soulagement pour le gouvernement ukrainien car il a échappé de justesse à la motion de défiance. La majorité de 226 députés n'a pas été atteinte. L'opposition accuse le pouvoir en place d'être à l'origine de la non-intégration du pays dans l'Union européenne et des représailles des manifestants pro-européens. La France, numéro 1 mondial des inégalités scolaires selon un rapport PISA rendu public en matinée par l'OCDE, situé au 25e rang mondial et consacre aux 3 sujets, à savoir les maths, la compréhension de l'écrit et les sciences, un classement chapeauté par Shanghai et Hong Kong. Le rapport Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, également rendu public, les pays de la Scandinavie conservent le podium des têtes. Quant à la France de Hollande, statu quo, elle reste 22e, loin derrière l'Allemagne de Merkel et le Royaume-Uni. Dimitchenko écope de 6 ans de camp, c'est le verdict de l'affaire relative à l'acide. Le danseur de Bolchoï est l'instigateur de l'agression de Sergei Filin,
le directeur artistique du célèbre théâtre Une Affaire qui avait mis à nu les magouilles et autres pratiques illicites dans ce lieu. Le somptueux collier de Maradja qu'avait arboré Kate Middleton lors de ses noces s'expose. Une collection hors norme du joaillier Cartier débute mercredi dans la périphérie parisienne. Une exposition grandeur nature où sera présenté plus de 600 bijoux et le savoir-faire du célèbre joaillier français Cartier. À retenir de cette édition d'information sur Camus 24, la 3e livraison de ce mois de décembre, célébration et les personnes handicapées à l'honneur, elles ont dit non à la discrimination ce 3 décembre 2013 et prôné leur prise en compte dans les différents domaines de la vie nationale. Et puis on a également parlé du développement de l'activité piscicole avec la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée qui est en conclave depuis ce 3 décembre 2013 à Douala. Ces assises qui rentrent dans le cadre de l'atelier final du programme appui au renforcement des actions en faveur de la bonne gouvernance des pêches dans la zone COREP, vise également une meilleure contribution des pêcheurs aux objectifs macroéconomiques nationaux et régionaux. L'information est en continu sur Camus 24 et sur tout le réseau Camus24.net.